Imaginez la nuit, mais pas celle à laquelle nous sommes habitués, avec la douce lueur des réverbères, des enseignes au néon, ou même la faible lueur de nos appareils électroniques. C'était l'obscurité primordiale et absolue qui s'est abattue sur la savane africaine il y a 2 millions d'années. Dans cette obscurité, pas un centimètre carré de sécurité. Seuls les battements frénétiques de votre cœur et une respiration lourde et rauque, quelque part dans les hautes herbes, vous parviennent. Vous ne voyez pas l'ennemi, mais il vous voit parfaitement. Ses pupilles se dilatent, capturant les plus infimes particules de photons. Ses pattes avancent silencieusement et ses griffes, acérées comme des lames d'obsidienne, sont prêtes à frapper. Dans ce monde, vous n'êtes pas le sommet de la création. Vous n'êtes qu'un morceau de viande, sans croque, sans écailles, sans vitesse. Vous êtes la proie la plus facile de toute l'histoire de la planète. À cette époque, nos ancêtres, les australopithèques et les premiers homos, vivaient dans une terreur permanente et paralysante. Le jour, le monde ne leur appartenait que partiellement, mais dès que le soleil atteignait l'horizon, les règles du jeu changeaient du tout au tout. Biologiquement, nous étions sans espoir. Nous n'avions pas de mâchoire puissante pour briser la colonne vertébrale d'un ennemi. Nous n'avions pas d'épaisse fourrure pour nous protéger du froid glacial de la nuit. Et, plus tragiquement encore, nous étions dépourvus de vision nocturne. Pour l'ancêtre humain, la nuit n'était pas un temps de repos, mais un temps d'isolement absolu, sourd et aveugle. Une fois le soleil couché, le monde se transformait en un abîme noir sans fin, peuplé de monstres dont la taille et la férocité sont aujourd'hui difficiles à imaginer. Mais avez-vous déjà songé à quel point nous avons frôlé l'extinction? Les populations de nos ancêtres ont chuté à des niveaux critiques à certains moments. Nous étions au bord du gouffre. Et la principale raison? Le froid et ceux qui nous guettaient dans l'ombre. Les archives fossiles recèlent des preuves terrifiantes de cette époque. Des crânes d'hominidés anciens présentant 2 perforations nettes. Ce sont des marques de dents de léopard. Les félins préhistoriques hissaient nos ancêtres dans les arbres, tout comme nous portons aujourd'hui un sac de course jusqu'à la cuisine. Nous faisions partie de la chaîne alimentaire, mais loin d'en être le sommet. Le plus terrifiant, c'était l'absence d'abri. Des grottes? À cette époque, les grottes n'étaient pas des foyers, mais des pièges mortels. Des hyènes géantes et des ours des cavernes y vivaient, au plus profond de ces labyrinthes de pierre. Y pénétrer sans lumière, c'était devenir volontairement le repas d'un prédateur. Mais la savane ouverte n'offrait pas plus d'espoir. Nous nous sommes blottis les uns contre les autres, essayant de nous réchauffer avec nos corps, à l'affût du moindre bruissement. Le moindre craquement de brindilles pouvait être fatal. Et face à cette situation, une question se pose: comment une créature si vulnérable et sans défense a-t-elle pu non seulement survivre, mais aussi subjuguer la planète entière? Quel fut l'élément déclencheur qui nous a arrachés à cette peur éternelle? La réponse semble évidente: l'intelligence. Mais l'intelligence sans outils est inutile. On peut être un génie, mais si un tigre à dents de sabre de 300 kilos vous fonce dessus, vos réflexions sur l'avenir ne valent rien. Il nous fallait plus qu'un simple cerveau. Il nous fallait la force de rétablir l'équilibre des forces. La force de repousser même la bête la plus féroce et de transformer la nuit glaciale en une douce illusion de jour. Et c'est là que réside le véritable drame de notre histoire. Imaginez des milliers de générations prises dans ce cycle: peur, fuite, mort. Chaque nuit, une lutte pour la survie. Chaque aube, un miracle. Nous avons été prisonniers de cette cage pendant des millions d'années. Nous avons vu la foudre déchirer le ciel, les incendies de forêt dévorer toute vie, et pour nous, ce n'était qu'une manifestation de plus de la colère de la nature. Le feu était l'ennemi. Il brûlait, il tuait, il détruisait le monde familier. Nous avons fui devant lui aussi vite que devant les prédateurs. Mais à un moment donné, quelque chose a changé. Peut-être un homme seul dont la faim a vaincu la peur. Ou peut-être un groupe, acculé par les éléments, qui a soudain remarqué quelque chose d'étrange.
Les prédateurs qu'ils craignaient le plus craignaient quelque chose d'encore plus grand. Ils craignaient la bête rouge qui dansait dans les branches après un éclair. Ils craignaient la chaleur émanant d'une souche fumante. Ce fut la plus grande découverte de l'histoire de notre espèce, faite avant même que nous apprenions à parler. Nous avons compris que le chaos a une faiblesse. Mais la compréhension n'est que le premier pas. Entre voir le feu et manier le feu, il y a un gouffre de centaines de milliers d'années. Pouvez-vous imaginer l'incroyable audace, le courage presque insensé qu'il a fallu aux premiers humains pour ne pas fuir les flammes, mais pour les affronter, pour tendre la main vers une branche calcinée, sentir la chaleur leur brûler la peau et emporter avec eux cette part de rage? C'était un acte de défi suprême contre les lois de la nature. Au moment où la main osseuse de l'ancêtre s'empara du bâton fumant, la hiérarchie terrestre s'effondra. Nous ignorions encore comment l'extraire, nous ne comprenions pas sa physique. Pour nous, c'était une entité vivante, capricieuse et incroyablement dangereuse qu'il fallait nourrir pour qu'elle ne meure pas et apaiser pour qu'elle ne nous consume pas. Mais le prix de l'erreur était trop élevé. Dès que le feu s'éteignit, les ténèbres revinrent. Et avec elles revinrent ceux qui attendaient au-delà du cercle de lumière, ceux dont les yeux brillaient encore d'une lueur phosphorescente dans les buissons, guettant un moment de faiblesse. Et alors vient le moment le plus critique. Comment préserver ce que l'on ne sait pas créer? Comment retenir l'étincelle de vie dans un monde où tout, la pluie, le vent, la neige, s'efforcent de la détruire? Le monde restait hostile. Nous étions toujours des proies, mais nous avions désormais un allié. Capricieux, gourmand en ressources, exigeant une attention constante, il nous offrait cependant quelque chose qu'aucune autre créature sur la planète ne possédait, la sécurité de la nuit. Toutefois, cet avantage était fragile. Le feu venu du ciel n'était qu'un miracle, et ce miracle pouvait disparaître à tout moment. Imaginez, le ciel est voilé de lourds nuages de plomb. Le premier grondement du tonnerre fait trembler la terre. Le vent se lève, projetant feuilles mortes et poussière au visage. Votre feu, seul rempart contre la mort et les crocs des prédateurs, commence à vaciller, s'affaiblissant sous les premières gouttes de pluie. Vous n'avez ni silex, ni allumette, ni la moindre notion de friction du bois. Il ne vous reste que cette braise mourante. Si elle s'éteint, vous redeviendrez de simples primates sans défense dans une immense forêt affamée. Et à cet instant précis, tandis que les premières gouttes se muent en une averse glaciale, le ciel au-dessus de la savane est déchiré par un éclair aveuglant. Ce n'est pas une tempête ordinaire. C'est le début de la plus grande transformation de l'histoire de la Terre. La colère des cieux est sur le point de s'abattre sur la Terre, et ce qui suivra changera à jamais le destin de notre espèce. Car ce que nous avons perçu comme une malédiction est sur le point de devenir notre trésor le plus précieux. Mais sommes-nous prêts à payer le prix de ce don? Car la fureur des cieux est plus qu'une simple lumière. C'est une destruction qui offre l'espoir d'un nouveau départ. Mais il faut saisir cette chance avant que tout ne parte en fumée. Et lorsque le premier éclair frappe un arbre desséché sous les yeux d'une tribu figée d'horreur, le monde ne sera plus jamais le même. Les chasseurs sont sur le point d'assister à un miracle qui les obligera à faire un choix, fuir ou s'avancer dans les flammes, et ce choix décidera de tout. Le ciel au-dessus de la savane n'appartenait plus aux vivants. Il prit une teinte plombée et pesante, décolorant un monde qui, quelques instants auparavant, paraissait familier et compréhensible. L'air devint lourd et électrisant, picotant la peau et hérissant les poils de la nuque. Les oiseaux se turent. Un grand silence, présage de catastrophe, s'abattit sur la plaine, et dans ce silence, nos lointains ancêtres perçurent un son nouveau, un bourdonnement sourd et vibrant émanant de la terre elle-même. Ils ignoraient encore que ce son était le signe avant-coureur d'une force capable de créer des mondes comme de les réduire en cendres. Mais le plus terrifiant n'était même pas la couleur du ciel. Les animaux, qui avaient aiguisé leurs instincts de survie pendant des siècles,
commencèrent à se comporter étrangement. Les grands prédateurs, dont le rugissement terrifiait d'ordinaire toute créature vivante, se recroquevillaient de panique ou fuyaient sans regarder où ils allaient. Leurs yeux étaient figés par une terreur primale à l'idée de ce qui allait se produire. Et puis le ciel se fendit. Un éclair aveuglant, des milliers de fois plus intense que le soleil de midi, brûla momentanément la rétine de ceux qui osèrent lever les yeux. Le grondement qui suivit fut plus qu'un simple son, un véritable coup de massue qui vous projeta au sol, vous comprima les poumons et fit rater un battement à votre cœur. La foudre, ce monstrueux javelot venu du ciel, transperça un arbre ancien et desséché à la lisière du bosquet. En une fraction de seconde, le tronc puissant, gorgé d'humidité et de force depuis des décennies, se transforma en torche. Il semblerait que ce fût la fin, un épisode banal du cycle cruel de la nature. Mais c'est ici, au milieu de la fumée et de l'odeur d'ozone, que résidait la véritable raison pour laquelle nous pouvons parler du passé aujourd'hui. Tandis que toute vie dans un rayon de plusieurs kilomètres fuyait l'épicentre de l'explosion, un petit groupe d'hominidés se figea à l'ombre des rochers. Dans leurs esprits, encore libres de toute pensée philosophique, mais déjà capables d'analyse complexe, une lutte titanesque faisait rage. L'instinct leur ordonnait de fuir, mais quelque chose d'autre, une curiosité à peine naissante, les retenait sur place. Et c'est là que résidait le grand paradoxe de cet instant. Ce qui aurait dû être leur perte devint leur chance. Le feu ne se contenta pas de consumer le bois, il transforma l'espace environnant. La niche sombre et froide sous les rochers où la tribu s'était abritée s'illumina soudain d'une douce lumière pulsante. La chaleur émanant du géant en flammes leur parvint à la peau, et ce tout premier contact avec une chaleur artificielle fut un choc. Ce n'était pas comme le soleil brûlant dont on cherchait à se cacher. C'était une chaleur différente, envoûtante, presque vivante. Mais le véritable drame se déroula plus tard, lorsque le mur de feu principal, poussé par le vent, se retira au cœur de la forêt, ne laissant derrière lui que des carcasses fumantes et une fumée âcre. Nos ancêtres sortirent de leur abri. Ils marchèrent sur la terre brûlante, leurs narines captant des odeurs nouvelles, à la fois effrayantes et envoûtantes. Et alors, l'incroyable se produisit. Parmi les cendres, ils trouvèrent quelque chose qui changea à jamais leur rapport à la mort. Ils découvrirent les restes d'une antilope qui n'avait pu s'échapper et était prise au piège des flammes. En temps normal, ce n'aurait été qu'une charogne, de la nourriture pour les hyènes. Mais à présent, la viande avait une odeur différente. Elle n'était plus crue et visqueuse. Elle était aromatique. Le premier téméraire, dont le nom fut à jamais effacé par le temps, tendit la main et arracha un morceau de chair carbonisée. Ce fut un moment de véritable piratage biologique. La viande rôtie procura à son cerveau une incroyable poussée d'énergie, une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée avec des racines coriaces ou une charogne crue. Cependant, ce triomphe dissimulait un piège mortel. Le feu qui leur avait offert ce festin n'était pas à leur service. C'était une divinité capricieuse et vorace qui commençait à s'éteindre sous leurs yeux. Les flammes éclatantes qui avaient rugi à travers la forêt s'étaient réduites à une minuscule flamme s'accrochant spasmodiquement au reste d'écorce. La chaleur s'estompait. Les ténèbres, qui avaient reculé sous l'assaut de la fureur céleste, commençaient à revenir, et avec elles, les bruits de la nuit, les grognements des tigres à dents de sabre, les grognements mécontents des hyènes qui avaient déjà flairé le rôti. C'est à ce moment critique que survint la prise de conscience qui nous sépara du reste du règne animal. Nos ancêtres comprirent, si cette bête, dans l'arbre, venait à mourir, ils se retrouveraient une fois de plus seuls face à une éternité glaciale et aux crocs impitoyables de la nuit. Ils virent le feu consumer l'herbe sèche, se fortifier, puis s'éteindre sur les pierres nues. Ce fut le premier raisonnement logique au monde, au prix de vies humaines. Mais comment dompter une flamme qui leur brûlait la chair au moindre contact? Comment s'emparer d'un fragment de soleil
et l'emporter sans se réduire en cendres. Ils regardèrent la branche fumante se noircir lentement, perdant sa lumière intérieure. Le vent attisa les étincelles et un instant, la flamme s'embrasa de nouveau, comme implorant le salut. C'était un spectacle tragique. Le don précieux du ciel s'éteignait, et avec lui, l'espoir d'une vie nouvelle et protégée pour la tribu. Le pire était à venir. Ils savaient que le ciel ne frapperait peut-être plus. La foudre était un phénomène rare, une aberration des éléments qui ne se reproduirait peut-être pas avant des décennies. S'ils laissaient ce feu s'éteindre maintenant, ils condamneraient leurs enfants à la peur froide et éternelle des ténèbres. Ils étaient confrontés à un choix qu'aucune autre créature sur la planète n'avait jamais connu. Tout abandonner et fuir, se réfugier dans des grottes, ou commettre un acte de folie, tenter de voler une part de cette fureur à la nature elle-même. Le chef de la tribu s'avança, sa main tremblait et ses yeux reflétaient la dernière lueur orangée du géant mourant. Il vit les braises enveloppées de cendres grises, comme un linceul. Chaque seconde de retard les rapprochait d'un retour à une époque où l'homme n'était qu'une proie pitoyable tapie dans les buissons. Et puis il aperçut une branche dont une extrémité était encore baignée d'une lumière vivante et dansante. C'était comme un duel contre un fantôme. Faire un pas, c'était tout risquer. Reculer, c'était perdre l'avenir. Les chasseurs restèrent là, retenant leur souffle. Ils sentirent le froid de la nuit leur mordiller les épaules, leur rappelant qui était le véritable maître des lieux. Mais le feu les appelait par son audace. Il était la seule chose qui pouvait résister à l'abîme qui planait sur le monde. Une main s'avança vers le bois en flammes. Sa peau était brûlée par une chaleur insoutenable et l'air était imprégné d'une odeur de cheveux brûlés. Mais à cet instant, la peur s'effaça devant quelque chose de plus grand. C'était le premier vol de l'histoire de l'humanité. Un vol pour lequel les dieux, s'ils existaient, auraient exigé le prix le plus élevé. La branche fut soulevée. Une minuscule flamme vacilla dans le vent, menaçant de s'éteindre à jamais. Et à cet instant, comme pour se moquer d'elle, le ciel laissa tomber la première grosse goutte de pluie, puis une deuxième, une troisième. La nature qui avait donné naissance à ce don semblait désormais déterminée à le reprendre, à effacer cette erreur accidentelle et à tout remettre en ordre. La tribu se figea de terreur, la pluie redoubla d'intensité, se transformant en un mur d'eau prêt à engloutir leur unique espoir. Chaque goutte qui frappait les braises sifflait douloureusement comme un gémissement d'agonie. Et maintenant, ils étaient confrontés à une tâche bien plus ardue que de simplement s'emparer du feu. Il leur fallait le porter à travers la tempête, à travers les ténèbres et à travers leur propre ignorance. Mais comment préserver l'étincelle de vie quand le monde entier s'est retourné contre elle? Comment transformer un don fortuit en un compagnon éternel quand on ignore même de quoi se nourrit cette étrange créature qui danse au bout d'un bâton? Ils coururent, protégeant la faible lueur de leur corps, sacrifiant leur chaleur pour la préserver du froid et de l'humidité. Mais ils ignoraient encore que la véritable bataille pour le feu ne faisait que commencer. Trouver la flamme était une chose, la maintenir vivante dans un monde qui haïssait la lumière en était une autre. Mais même s'ils parvenaient à la transporter jusqu'à la grotte, une question nouvelle, bien plus terrifiante, se poserait. Qui parmi eux accepterait de veiller toute la nuit pour garder ce trésor maudit, sachant que la première erreur serait fatale? Elle respire, elle mord, elle exige des sacrifices. Le jour où le premier homme ramassa une branche fumante après un incendie de forêt, il ne se contentait pas de prendre un outil, il concluait un pacte avec la créature la plus capricieuse et insatiable de la planète. Il n'avait ni mode d'emploi, ni plan de secours, et plus terrifiant encore, il ignorait comment rallumer cette flamme. Pour nos ancêtres, le feu n'était pas une réaction chimique, mais une divinité vivante qu'ils avaient littéralement volée aux cieux courroucés. Et maintenant, cette divinité se mourait lentement entre leurs mains, suffoquant de soif et de manque d'eau.
Mais la véritable lutte pour la survie ne commença pas au moment où la foudre frappa, mais une heure plus tard, lorsque l'euphorie laissa place à une terreur absolue. Imaginez, vous êtes au milieu de la savane, les mains brûlées, et de nouveaux nuages s'amoncellent dans le ciel. Si cette minuscule fleur orange au bout d'une branche s'éteint, vous redeviendrez un morceau de viande dans la gueule d'un tigre à dents de sabre. Vous n'avez ni allumette, ni silex, ni la moindre notion de friction du bois. Vous n'avez qu'une seule chance. Et c'est à ce moment précis que l'humanité accomplit sa première grande avancée technologique. Elle a appris non pas à créer, mais à préserver. Mais comment résister à la fureur du soleil sur des centaines de kilomètres sans être réduite en cendres? C'était un défi logistique crucial dont dépendait le sort de l'espèce. Les hommes préhistoriques comprirent rapidement que les flammes nues voyagent mal. Le vent les éteint, la pluie les détruit, et les étincelles ont tendance à enflammer l'herbe sèche sous leurs pieds, transformant ainsi les sauveteurs en victimes. Ils trouvèrent donc une solution qui, à première vue, semble primitive. Ils se mirent en quête d'un berceau pour le feu. Ils utilisèrent tout ce qui leur tombait sous la main, des os creux remplis de graisse, des morceaux d'écorce enduits d'argile humide et surtout des champignons d'amadou. Vous avez sans doute déjà vu ces excroissances dures sur les troncs de bouleau. Pour nous, ce ne sont que des champignons, mais pour les hommes du Paléolithique, c'était un accumulateur d'énergie portatif. Le champignon d'amadou pouvait conserver un cœur incandescent, à peine visible pendant des heures. Le feu ne brûlait pas, il restait latent, caché dans la structure poreuse du champignon, à l'abri du vent et de l'humidité. Mais cela impliquait que quelqu'un devait constamment, chaque minute, chaque heure, porter le champignon à ses lèvres et l'éventer délicatement, sentant la fumée âcre piquer ses yeux. Mais le pire était à venir. Le chemin vers la grotte traversait des territoires non pas d'hommes, mais d'ombres. Chaque pas, le feu à la main, était comme marcher avec une cible dans le dos. L'odeur de fumée portait à des kilomètres, signalant à tous les prédateurs des environs quelque chose d'étrange, de nouveau, était là. Et si vous pensez que les animaux se sont simplement enfuis, terrorisés, vous vous trompez. Les grands félins comprirent vite que là où il y avait de la fumée, il y avait des proies faciles, distraites par les soins de leur étrange branche rouge. Et puis, un événement incroyable se produisit. Les gens commencèrent à changer, non pas biologiquement, mais socialement. Le feu imposa une nouvelle hiérarchie. La première spécialisation de l'histoire apparut, le gardien du feu. Il ne s'agissait ni du chasseur le plus fort, ni du chef le plus sage. C'était celui dont la concentration était absolue. Sa seule tâche était de veiller sur le rythme de la respiration de la flamme. Si le groupe traversait un gué, le gardien du feu était hissé sur les épaules. En cas d'averse, il était recouvert de peau, laissant les chasseurs trempés et transis de froid. Le feu devint le centre de leur univers, avant même qu'ils n'apprennent à construire des foyers autour de lui. Mais c'est là que résidait la véritable source de leur désespoir. Ils ignoraient de quoi se nourrissait cette créature. Pourquoi une branche la faisait-elle danser, tandis qu'une autre la condamnait à cracher une fumée noire suffocante et à mourir? À force d'essais et d'erreurs, au prix de palmiers brûlés et de vies perdues, ils comprirent que le feu est une bouche insatiable. Il a besoin de bois, mais pas de n'importe quelle essence. Le bois pourri ne produit que des cendres. Le bois humide étouffe la chaleur. Ils durent devenir des botanistes experts, capables de distinguer les espèces d'arbres à l'odeur de leur écorce, avant même de posséder les mots pour les nommer. Imaginez le poids psychologique. La vie de toute votre tribu repose entre vos mains. Si vous trébuchez dans un ruisseau, si vous vous endormez pendant votre service, si vous ne remarquez tout simplement pas que la poussière fumante s'est transformée en cendres grises, votre famille risque de ne jamais voir le jour se lever. Sans la chaleur du feu, le froid de la nuit emportera les enfants. Sans la lumière du feu, le léopard s'attaquera aux aînés. Le feu est devenu la première forme de responsabilité collective.
Il a soudé des groupes d'hominidés disparates en un seul organisme, unis par un seul but, entretenir la flamme. Mais le feu n'était pas qu'une source de chaleur, c'était un tyran. Il dictait où ils dormaient, où ils allaient et à quelle vitesse ils se déplaçaient. On ne pouvait plus simplement suivre les troupeaux de mammouths ou d'antilopes. On était dépendant d'une source de combustible. Chaque étape devenait un casse-tête logistique. Il fallait ramasser une montagne de bois avant le coucher du soleil. Et s'il n'y avait pas de bois? Et si l'avenir ne s'offrait qu'à une steppe aride ou à un désert glacé? C'est alors que le revers de la médaille se révéla. Le feu exigeait des sacrifices qui allaient bien au-delà du simple bois. Il exigeait du temps auparavant consacré au repos ou à la recherche de nourriture. Désormais, leurs journées étaient strictement rythmées. Et plus ils approchaient de leur but, une grotte profonde et abritée du vent, plus la tension montait. Car après tout, dans un espace confiné, le feu devient encore plus imprévisible. Lorsque le groupe atteignit enfin l'entrée de la grotte, épuisé, couvert de suie et de poussière, le plus dur sembla passer. Ils transportèrent les champignons incandescents sous les voûtes de pierre. Ils disposèrent les premières branches sèches et observèrent les ombres sur les parois se mettre à danser follement. C'était la victoire, le premier triomphe de l'homme sur les forces de la nature. La grotte se réchauffa. L'odeur de viande rôtie, tombée par inadvertance dans les braises, embauma l'air pour la première fois, promettant une nouvelle ère de saveurs et de calories. Mais dès que le soleil se coucha enfin et que l'obscurité extérieure devint aussi épaisse que du charbon, une nouvelle réalité, plus terrifiante encore, se dessina. Dans une grotte, le feu n'est pas seulement un salut, c'est un piège. La fumée s'accumule près du plafond, consumant l'oxygène. Des étincelles peuvent enflammer la natte d'herbe sèche sur laquelle dorment les enfants. Mais surtout, le feu n'est pas seulement une source de lumière pour vous. Il sert de phare à ceux qui ont passé des siècles à chasser dans les ténèbres absolues. La fatigue s'abattit sur la tribu comme un poids. Ils n'avaient pas dormi depuis des jours, veillant sur leur offrande. Leurs yeux se fermèrent d'eux-mêmes, mais ils le savaient. Si le dernier venait à fermer les yeux, la flamme, ce Dieu capricieux, saisirait l'occasion de le consumer vif ou de le laisser mourir en silence, en proie au cauchemar. C'est ici, dans le silence de la première nuit ardente, que naquit ce qui serait plus tard appelé une malédiction. La peur du noir céda la place à la peur du sommeil. Il fallait que quelqu'un reste éveillé. Il fallait que quelqu'un plonge son regard dans les yeux orangés de la bête qui hantait le centre du cercle. Mais comment choisir celui ou celle qui sacrifierait son repos pour le bien des autres? Et que se passerait-il si cet élu, épuisé par les hallucinations dues à la fumée et la fatigue, venait à baisser sa vigilance? Ils ignoraient encore que cette nuit marquerait le début d'une veille sans fin qui durerait des centaines de milliers d'années. Ils ignoraient encore que le sommeil deviendrait désormais l'activité la plus dangereuse de l'existence humaine. Après tout, la moindre erreur d'un gardien transformerait l'abri en fosse commune, où la lumière s'éteindrait à jamais et où les ténèbres qui attendaient dehors finiraient par envahir les lieux. Mais combien de temps le cerveau humain peut-il résister à l'appel du sommeil quand la mort ne tient qu'à quelques braises mourantes? Le don du ciel s'est révélé un piège. Ce qui, la veille, semblait être un salut face au froid éternel et au croc des prédateurs nocturnes, s'est soudain transformé en un fardeau insupportable, le plus lourd jamais porté par un hominidé. Le feu n'était pas un outil à ranger et à oublier jusqu'au matin. C'était une créature vivante, capricieuse et incroyablement vorace, exigeant des sacrifices constants. Et le plus précieux de ces sacrifices était le sommeil. Dès l'instant où le premier être humain décida de conserver une branche fumante après un incendie de forêt, il signa, sans le savoir, un pacte qui bouleversa la biologie de notre espèce. Mais le prix de ce pacte fut monstrueux. Imaginez
un monde sans allumettes, sans silex, sans même l'idée que le feu puisse être produit. Il ne reste que cette minuscule braise, pulsant d'une lueur rouge. Si elle s'éteint, elle disparaît à jamais. Et avec elle, le seul rempart séparant votre famille du silence glacial et des mâchoires de créatures qui voient dans l'obscurité bien mieux que vous. Mais le pire était à venir. Le corps humain, façonné par des millions d'années d'évolution, était programmé pour se reposer après le coucher du soleil. Lorsque la nuit tombait sur la savane, le cerveau réclamait le repos. Mais désormais, ce désir naturel était devenu une condamnation à mort. C'est là, au premier feu, que naquit le métier le plus dangereux de l'histoire, celui de gardien du feu. Cet homme devint esclave des flammes. Tandis que toute la tribu sombrait dans un oubli salvateur, le gardien se retrouva seul face au silence. Mais était-ce vraiment le silence? En réalité, la forêt nocturne résonnait de milliers de sons qui semblaient insignifiants le jour. Le craquement d'une brindille à 10 mètres. Une respiration haletante au-delà de la pénombre. Le bruissement de l'herbe sèche. Et par-dessus tout, le crépitement monotone et hypnotique du feu. Et puis l'incroyable se produisit. La biologie et la technologie se heurtèrent. Pour entretenir le feu, le gardien devait rester éveillé. Mais la fumée, qui lui piquait constamment le visage, lui brûlait les yeux. La chaleur des braises détendait ses muscles, et la danse monotone des étincelles agissait comme un puissant tranquillisant. Mais si ses paupières se fermaient ne serait-ce qu'un instant, tout était fini. Voilà la véritable raison pour laquelle le sommeil était devenu si mortel. L'homme antique ignorait encore comment remplacer le feu perdu. Pour lui, la flamme était un hasard divin, une étincelle de fureur céleste emprisonnée en lui. La perdre signifiait bien plus que geler. C'était admettre sa défaite face aux forces de la nature, qui n'attendaient que le moment où la lumière s'éteindrait. Mais combien de temps le cerveau humain peut-il résister à l'appel du sommeil? Les recherches modernes montrent qu'après 24 heures sans sommeil, les capacités cognitives humaines chutent au niveau de l'ivresse alcoolique. Imaginez maintenant un chasseur primitif qui a déjà passé toute la journée à traquer une proie et qui est maintenant contraint de rester immobile, fixant les braises mourantes d'un feu. Ses yeux deviennent rouges et son esprit commence à imaginer des monstres. Dans cette fumée épaisse et âcre naquirent les premières hallucinations. Les ombres sur les parois de la grotte se mirent à bouger, prenant la forme de parents disparus depuis longtemps ou de bêtes mythiques. Le feu ne se contentait pas de réchauffer, il altérait la psyché. Le gardien du feu devint le premier mystique, le premier à voir l'invisible. Mais le prix de cette vision était exorbitant. La fatigue s'accumulait comme un poison. Chaque respiration était plus difficile que la précédente. Et si je vous disais que le danger ne se cachait pas seulement à l'extérieur, dans l'obscurité, mais dans la nature même de ce don, le feu exigeait du combustible, un combustible inépuisable. Si le gardien s'endormait, le feu se consumerait en cendres en quelques heures. Et lorsque les dernières braises seraient enveloppées par la brume grise de la mort, la température dans la grotte chuterait brutalement. Mais le plus terrifiant ne se produisait pas dans le monde physique, mais au sein de la hiérarchie du groupe. À cette époque, une erreur du gardien était impardonnable. La mort par le feu était synonyme de trahison. Si la tribu s'éveillait dans les ténèbres glaciales, le coupable risquait une fureur plus terrifiante que n'importe quel prédateur. Dormir devint un crime social. Ainsi naquit la première discipline, la première responsabilité, au-delà de l'instinct de survie. Un seul homme était désormais responsable de la vie de tous. C'est durant cette période que les humains commencèrent à appréhender les notions de temps et de devoir. Mais l'invention des roulements et des horaires était encore bien lointaine. Les premiers gardiens étaient seuls de garde. Ils employaient tous les moyens possibles pour rester éveillés, se mordre les lèvres jusqu'au sang, se griffer les paumes, se balancer machinalement d'un côté à l'autre. Le feu était devenu leur maître,
et ils ses otages éternels. Mais un autre facteur rendait le sommeil mortel, les prédateurs. Croyez-vous que le feu les effrayait? Certes, sa lueur les tenait à distance, mais elle servait aussi de signal idéal. Pour un tigre à dents de sabre ou une hyène géante, une lueur dans la nuit était un signal. De la nourriture est là. Ils n'attaquaient pas immédiatement. Ils attendaient. Ils étaient maîtres dans l'art de la patience. Ils restaient tapis dans l'obscurité, juste au-delà du cercle de lumière, et observaient. Ils attendaient le moment précis où la tête du gardien s'effondrerait sur sa poitrine, où les flammes faibliraient et où les ombres s'allongeraient. Ce moment, le passage de la lumière aux ténèbres, fut l'instant le plus bref et le plus sanglant de l'histoire de cette ancienne communauté. Seul le feu pouvait contenir le chaos. Mais l'homme est un être biologique, sa volonté a ses limites. Et lorsque ces limites furent atteintes, lorsque l'organisme épuisé l'emporta et que le gardien sombra dans un sommeil lourd et pesant, le destin de la tribu fut livré au hasard. Imaginez un peu, pendant des centaines de milliers d'années, notre destin ne tenait qu'à un fil entre les mains d'un seul homme, épuisé, qui luttait pour ne pas fermer les yeux. Nous sommes devenus une espèce qui craint l'obscurité non seulement à cause de monstres imaginaires, mais aussi à cause d'un souvenir génétique très réel de ces nuits où la lumière s'éteignait. Mais que se passa-t-il lorsque la volonté céda enfin? Lorsqu'un vent glacial s'engouffra dans la grotte et que les dernières étincelles s'élevèrent dans le ciel noir, ne laissant derrière elles qu'une odeur de brûlé et de fatalité? À ces instants, le silence devint palpable. Il pesait sur les tympans, annonçant un terrible présage. Les prédateurs le sentirent. Ils comprirent, le mur s'était effondré. Il n'y avait plus aucune protection. C'est alors que se produisirent les événements qui anéantirent des milliers de petits groupes de nos ancêtres, ne laissant derrière eux que leurs ossements. L'erreur d'un seul entraîna la fin de tous. Le feu qui aurait dû être synonyme de salut se transforma en un signe de faiblesse. Mais le plus terrifiant n'était pas l'attaque des bêtes. Le plus terrifiant commença lorsque l'homme s'éveilla dans une obscurité absolue et impénétrable et comprit son acte. Il sentait encore la chaleur résiduelle de la terre, mais l'air autour de lui n'était plus imprégné du souffle des flammes. Il tendit la main vers l'endroit où la lumière aurait dû briller et ne sentit que des cendres froides. À cet instant, il comprit. Il était damné. Et avec lui, damnés étaient tous ceux qui lui avaient confié leur vie. C'était le début de la fin. Sans feu, ils étaient sans défense. Sans feu, ils étaient aveugles. Sans feu, ils n'étaient plus que de la chair à canon, dans un monde où chaque croc était affûté contre eux. Et tandis que les premières gouttes de pluie glacée commençaient à tomber sur les braises refroidies, la vérité s'imposa. Demain n'arriverait peut-être jamais. Mais à quoi ressemblait exactement cette tragédie à l'échelle d'une seule grotte? Qu'ont ressenti les gens lorsque la dernière source de lumière a disparu et qu'un grondement indubitable a commencé à résonner des profondeurs des tunnels? Les ténèbres, qui avaient patiemment attendu leur heure pendant des millénaires, se sont enfin manifestées. Et dans ces ténèbres, au milieu des cris et de la terreur, l'humanité a appris sa plus amère leçon. Une leçon qui se transmettra de génération en génération jusqu'à ce que nous apprenions à maîtriser les lois mêmes de la physique. Mais pour l'instant, un silence de mort s'abat sur la caverne, seulement troublé par le pas feutré de celui qui ne craint plus la lumière. Car la lumière n'est plus là. Les ténèbres ne se sont pas contentées de descendre, elles se sont effondrées comme une caverne immense de plusieurs tonnes qui devenait soudainement tangible. En une fraction de seconde, lorsque la dernière braise écarlate s'est muée en cendre grise et s'est éteinte, le monde a cessé d'exister en 3 dimensions. Les murs ont disparu, les visages de mes compagnons de tribu ont disparu. Mes propres mains, tendues dans le vide, ont disparu.
Il ne restait plus que l'ouïe, amplifié à l'extrême, et un froid primitif et glacial qui commençait à me pénétrer. Mais le plus terrifiant n'était même pas le froid. Le plus terrifiant, c'était que, avec la lumière, le mur invisible séparant l'humanité de l'abîme avait disparu. Pendant des millénaires, le feu fut notre seul passage légal vers le monde des vivants. Sans lui, nous n'étions que des amas de chair chaude et sans défense, prisonniers d'une cage de pierre. Et maintenant, tandis que la dernière étincelle trahissait ses gardiens, les ténèbres qui attendaient dehors commencèrent lentement à s'insinuer. D'abord, ce n'était qu'une odeur, le parfum lourd et musqué d'un vieux prédateur qui ne s'était pas lavé depuis des années. Puis, un bruit à peine audible, comme le bruissement de feuilles mortes sur la pierre. Les griffes d'un lion des cavernes, chacune de la taille d'un doigt, sondaient les irrégularités du sol. Le prédateur prit son temps. Il savait ce que les humains n'avaient d'âme pas encore compris. Dans cette obscurité absolue, il était un dieu, et eux de simples ombres, aveugles. Pourquoi cela s'est-il produit? Certains diraient négligence, d'autres une fatale coïncidence. Mais la véritable raison résidait dans la fragilité même de notre relation au feu. À cette époque, nous ne maîtrisions pas les flammes, nous les empruntions simplement à la nature. Nous étions otages du hasard, éternellement à la merci de la foudre et des incendies de forêt. Et cette dépendance, en un instant, se transforma en condamnation à mort. Au fond de la grotte, à une dizaine de mètres de l'entrée, le premier sanglot se fit entendre. C'était le cri du désespoir absolu. Un enfant, ignorant encore les lois de la physique, comprenant instinctivement que les défenses avaient cédé. Et alors se produisit ce que chacun redoutait le plus. Un rugissement sourd et vibrant résonna dans le silence. Il n'était pas fort, mais il fit vibrer la cage thoracique de chaque personne présente dans la grotte. C'était le son du triomphe. Le lion des cavernes, Panthera spelaea, une bête un tiers plus grande qu'un lion africain moderne, avait pénétré sur son territoire. Pour lui, l'absence de lumière n'était pas un obstacle. Ses vibrisses percevaient le moindre mouvement d'air, ses oreilles captaient les battements frénétiques des cœurs humains, et ses yeux recueillaient ces miettes de photons inaccessibles à la vision humaine. À cet instant précis, les êtres humains luisaient, comme des cibles, de par leur énergie thermique et leur peur. Mais quelle était la véritable tragédie de cet instant? Non pas la mort elle-même, si fréquente au Paléolithique. La tragédie résidait dans la prise de conscience d'une impuissance totale. Imaginez, vous entendez la respiration haletante d'un animal à quelques pas. Vous l'entendez se balancer d'une patte sur l'autre. Vous sentez son haleine fétide. Mais vous êtes incapable de lever la main pour frapper, car vous ignorez où se trouve l'avant et où se trouve l'arrière. Vous êtes désorienté. Vos sens, aiguisés par des millions d'années d'évolution, sont soudainement devenus inutiles. L'homme, fleuron de la création au clair de lune, se retrouve réduit à un nourrisson sans défense dans l'obscurité la plus totale. Le premier coup fut fulgurant. Un cri bref, le craquement d'un os brisé et une secousse brutale. Le lion ne chassait pas, il dévorait. La panique s'empara des ténèbres. Les gens se précipitèrent sur les côtés, se heurtant à des affleurements rocheux acérés, se cognant le visage contre la pierre froide, s'écorchant les doigts sur les parois qui, une demi-heure plus tôt, semblaient un refuge sûr. Mais où fuir si les ténèbres sont partout? Si la sortie de la grotte est gardée par la mort elle-même, et si les profondeurs des tunnels ne mènent qu'à une obscurité encore plus dense et suffocante. À cet instant, l'humanité apprit sa leçon la plus amère. Le feu n'est pas seulement chaleur, le feu est l'espace même. Sans lui, le monde se réduit à un point unique, empli de douleur et d'horreur. Une éternité plus tard, lorsque les premiers rayons de l'aube commencèrent timidement à pénétrer l'entrée de la grotte, le spectacle qui s'offrit aux survivants était indescriptible, mais le pire était encore à venir. Ceux qui restaient en vie ne pleurèrent pas.
Ils contemplaient le tas de cendres froides au centre de la grotte avec une haine et une angoisse que même la vue de leurs frères d'armes massacrés ne pouvait susciter. Ces cendres étaient un monument à leur défaite. La preuve qu'ils étaient esclaves des éléments, que leur vie ne tenait qu'à un fil. Aujourd'hui, la foudre avait frappé un arbre et ils avaient eu la lumière. Demain, il pleuvrait et ils redeviendraient la proie de ceux qui régnaient sur la nuit. Voilà la véritable raison du bouleversement tectonique de la conscience qui allait se produire. L'amertume de cette perte, cette horreur glaciale vécue dans les ténèbres, devint le catalyseur le plus puissant de l'histoire de notre espèce. Nous ne voulions plus attendre la clémence des cieux. Nous ne voulions plus être otages du hasard. Mais comment ? Comment dompter ce qui naît dans la fureur d'un orage ? Comment contraindre la matière inerte à donner naissance à la vie, sans attendre que les dieux daignent jeter une étincelle dans l'herbe sèche ? Dans le silence matinal de la grotte, au milieu des eaux brisées et des espoirs qui s'amenuisent, un des survivants ramassa un morceau de bois sec. Il le fixa longuement, presque follement. Il vit la foudre frapper l'arbre, le transformant en torche. Il savait que le feu sommeillait dans le bois, tapi là, prisonnier de ses fibres. Mais comment l'atteindre ? Comment libérer cette force déchaînée avant que le désastre ne survienne ? Ce jour-là, quelque chose de profondément ancré dans le cerveau humain changea à jamais. La peur de l'obscurité devint plus forte que la paresse. La soif de sécurité surpassa la faim. Nous étions à l'aube d'une avancée technologique majeure, celle qui allait scinder l'histoire en un avant et un après. C'était le début de la fin de notre dépendance au hasard. Mais le chemin vers cette découverte fut semé d'embûches, de milliers d'échecs et de la compréhension d'une vérité simple et pourtant terrifiante. Pour vaincre l'obscurité, il ne suffit pas d'entretenir la flamme. Il faut apprendre à la créer. Et puis, un événement incroyable se produisit. Tandis que les autres tentaient de se réchauffer aux premiers rayons du soleil, cet homme se mit à frotter un bâton contre un autre. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Il ne comprenait pas la physique du frottement. Il ne comprenait pas comment l'énergie cinétique se transformait en chaleur. Il agissait simplement par instinct, poussé par la rage et le désespoir. Ses paumes le brûlaient, ses muscles le faisaient souffrir, et le bois restait froid. Mais il ne s'arrêta pas. Il se souvenait du goût de cette horreur dans les ténèbres. Il se souvenait de l'odeur de la bête. Mais la simple friction suffisait-elle à vaincre les lois de la nature ? Pourquoi des milliers de générations avant lui avaient-elles échoué ? La réponse résidait dans des détails qui avaient échappé à l'humanité pendant des centaines de milliers d'années. Le secret ne tenait pas seulement au mouvement. Il résidait dans le rythme, la force de la pression et ce quelque chose qui transforme un simple morceau de bois en berceau pour une flamme naissante. Le monde entier retint son souffle, un grand secret de la nature allait être révélé, mais le prix de ce savoir était élevé. Le bois commença à fumer, mais aucune étincelle ne jaillit encore. L'air de la grotte s'emplit de l'odeur âcre du bois brûlé. C'était le parfum de l'espoir. Mais l'espoir est une chose trompeuse. Un faux pas, un mouvement inutile, et tout s'évanouira, ne laissant derrière lui que déception et froideur. Réussirait-il ? Un simple morceau de bois pouvait-il devenir la clé de la domination mondiale ? Ou l'humanité était-elle condamnée à grelotter à jamais dans l'ombre, attendant que le ciel daigne rallumer une étincelle ? La réponse à cette question résidait dans un domaine de la physique que nous ne comprenions pas encore. Et cette compréhension était déjà palpable, prête à s'embraser à l'instant suivant. Après tout, ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement modifié notre alimentation ou notre système de chauffage. Cela nous a transformés de primates hautement évolués en maîtres de la planète. Nous étions au seuil d'une grande révélation. Une intuition qui allait nous apprendre à transformer le bois ordinaire en une étincelle primordiale. Les ténèbres n'entouraient pas seulement nos ancêtres,
Elles étaient un ennemi tangible, une barrière physique qui, chaque nuit, resserrait son étau autour du feu mourant. Pendant des centaines de milliers d'années, nous avons été otages du hasard. Nous étions à la merci de la fureur d'un orage ou de la fureur d'un volcan. Nous étions comme des mendiants, ramassant des miettes sur la table des dieux, tremblant à chaque branche fumante, car nous savions que si cette braise s'éteignait, nous redeviendrions des ombres sans défense dans un monde aux crocs acérés. Mais dans cette lutte sans fin pour la survie, un bouleversement majeur se préparait. L'esprit humain, forgé par des millions d'années de danger, se tenait au seuil de la découverte la plus capitale de l'histoire de notre espèce. Nous ne voulions plus attendre la clémence des cieux. Nous avions l'intention de devenir nos propres créateurs de flammes. Mais comment ? Comment transformer un morceau de bois sec, froid et mort en une étincelle vivante et palpitante ? Tout a commencé par une sensation que chacun de nous connaît depuis l'enfance. Quand on a froid, on se frotte instinctivement les paumes des mains. La peau se réchauffe, le sang afflue jusqu'aux doigts et, un instant, le froid disparaît. Pour nous, c'est anodin, mais pour un hominidé ayant vécu dans un monde antérieur à l'histoire, ce fut le premier indice du plus grand secret de l'univers. Il ressentait cette chaleur chaque fois qu'il travaillait la pierre, aiguisait une lance en bois ou effectuait simplement des mouvements répétitifs sous l'effet de la rage ou du labeur. L'énergie du mouvement se transformait en autre chose. Mais entre la chaleur à peine perceptible des paumes et les flammes rugissantes, se trouvait un abîme que l'humanité n'avait pu franchir pendant des centaines de générations. Pourquoi ? Parce que la nature gardait son secret, avec une incroyable ténacité. Imaginez la scène. Un groupe de personnes épuisées et transies de froid sont assises dans une grotte. Le dernier feu, ravivé après un incendie de forêt survenu 1 mois auparavant, n'est plus qu'un amas de cendres grises et inertes. Dehors, le vent hurle, et dans le fourré voisin, on entend le grognement sourd d'un titanoboa à dents de sabre ou le hurlement d'un félin géant. Sans feu, ils ne sont que chair à canon. Soudain, l'un d'eux, peut-être par désespoir ou grâce à une intuition soudaine, se met à frotter un bâton contre un autre. Ses muscles brûlent, la sueur lui brouille la vue, ses paumes se couvrent de sang et de callosité, mais le bois reste froid. Il recommence, encore et encore. Mais rien ne se passe. L'idée semblait vouée à l'échec. Pourtant, le plus étrange était que la solution se trouvait juste sous leurs pieds, enfouie au cœur même de la matière. C'est là que la physique pure entre en jeu, une chose que nos ancêtres ressentaient au toucher, même sans en connaître les formules. Le frottement n'est pas un simple contact entre deux surfaces, c'est une véritable guerre microscopique. Lorsque deux surfaces de bois irrégulières entrent en collision à des vitesses incroyables sous pression, les molécules se mettent à vibrer à un rythme effréné. L'énergie cinétique de vos mains ne se dissipe pas comme par magie, elle se transforme en énergie thermique. Mais c'est là que réside le principal piège qui a piégé des milliers d'inventeurs malheureux de l'Antiquité. Si vous frottez trop lentement, la chaleur se dissipe dans l'air ambiant plus vite qu'elle ne s'accumule. Si vous appuyez trop légèrement, il n'y a pas d'adhérence. Il faut atteindre un point critique, le point de non-retour, lorsque la température du bois atteint 300 degrés Celsius. Ce n'est qu'alors que la décomposition thermique, la pyrolyse, commence. Mais l'homme primitif aurait-il pu connaître la pyrolyse ? Bien sûr que non. Il ne voyait que de la fumée. Le premier filet de fumée grise, à peine perceptible, s'élevant d'un morceau de bois, devint le signal le plus important de l'histoire de l'humanité. Cette odeur, âcre, amère, effrayante, se transforma soudain en parfum d'espoir. À cet instant, le monde bascula à jamais. L'homme comprit, le feu ne vit pas seulement dans le ciel ou dans les profondeurs de la terre. Le feu sommeille au cœur même de l'arbre. Il y est enfermé, tel un prisonnier dans un cachot, et le seul moyen de le libérer est le travail. Un travail ardu, exténuant,
exigeant une concentration extrême. Mais la fumée n'est pas la victoire, ce n'est qu'une promesse. On peut frotter du bois jusqu'à l'épuisement, produire un nuage de fumée sans jamais voir une seule flamme. Et c'est là la véritable raison pour laquelle le chemin vers la connaissance fut si long. Pour transformer un mouvement mécanique en étincelle, il ne suffisait pas de frotter, il fallait créer un système. Il fallait comprendre que tous les bois ne sont pas identiques, qu'une branche humide anéantira tous les efforts, que la forme du creux compte, que la poussière créée par la friction n'est pas un déchet, mais un combustible précieux qui doit accumuler de la chaleur pour se transformer en une braise incandescente. Imaginez le bond cognitif accompli par ce génie inconnu qui, le premier, a fait le lien entre ces éléments. Il lui a fallu se détacher des résultats immédiats. Il lui a fallu croire en l'invisible. Ce fut la naissance de la technologie à l'état pur. Exploiter les lois de la nature pour atteindre un objectif apparemment impossible. C'était le tout premier piratage de la réalité. Nous étions littéralement en train de pirater le monde physique, de le contraindre à nous fournir son énergie. Mais même avec cette compréhension, le chemin menant au premier feu artificiel s'est transformé en un véritable calvaire. Chaque fois qu'une main glissait, chaque fois qu'une branche cassait au moment crucial, chaque goutte de sueur tombant sur la poussière de bois brûlante et la refroidissant instantanément, c'était un pas de plus vers la mort. L'enjeu était colossal. Une erreur signifiait bien plus que du temps perdu, c'était des enfants gelés et le triomphe des prédateurs nocturnes. Et c'est dans ce creuset d'échecs qu'une idée géniale a germé. On a commencé à prêter attention aux détails. On s'est rendu compte que le bois tendre produisait plus de poussière, tandis que le bois dur conservait la chaleur plus longtemps. On s'est mis en quête de la combinaison parfaite. On a commencé à inventer les premiers outils capables d'accélérer le processus. Mais était-ce suffisant? L'histoire montre que même avec du savoir, l'échec est possible. Après tout, créer une étincelle ne représente que la moitié du chemin. La véritable épreuve commença lorsque le bois se mit à noircir et à se carboniser. À cet instant critique, tout se joua. Cet homme deviendrait-il maître du monde ou resterait-il un simple squelette dans la gueule d'un lion des cavernes? La fumée s'épaissit, l'odeur de brûlé lui emplit les poumons et ses paumes se transformèrent en une plaie continue. Et puis, juste au moment où il semblait que ses forces l'abandonnaient, quelque chose de minuscule naissait au centre du cratère noirci dans le bois. Une lueur rouge, à peine perceptible, un point incandescent de la taille d'une tête d'épingle. Ça y était. La grande révélation était arrivée. L'homme n'était plus un suppliant, il était devenu un conquérant. Il avait dérobé le feu non pas aux dieux, mais à la matière elle-même, grâce à ses seules mains et à son intellect grandissant. Mais ce minuscule point rouge était incroyablement fragile. Un faux mouvement, une expiration brusque, et il s'évanouissait, ne laissant derrière lui qu'une amère déception. Désormais, nos ancêtres étaient confrontés à un défi nouveau, plus redoutable encore. Comment transformer cette chaleur microscopique en une flamme rugissante capable de réchauffer une tribu? C'est ici que l'inspiration se heurta à la dure réalité du travail manuel. Donner vie à cette braise exigeait bien plus que du simple désir. Il fallait comprendre la mécanique, ce que nous appellerions plus tard la thermodynamique. Il fallait une combinaison parfaite de vitesse, de pression et de patience. Chaque mouvement devait être calibré avec précision. Mais le plus terrifiant était que la technologie qui donnait vie à cette chose était elle-même mortelle. Une erreur dans le processus pouvait se traduire par de simples brûlures aux mains sans même avoir réussi à allumer un feu. Nous étions à l'aube d'une ère nouvelle. Une ère où la puissance mécanique des muscles, décuplée par l'ingéniosité de l'esprit, donna naissance à la première machine de l'histoire. Mais cette machine n'était pas faite d'acier et de vapeur, mais de chair, d'os et de bois. Et la manière dont nos ancêtres ont perfectionné cet art, dont ils ont transformé une friction chaotique en une technologie de survie ordonnée et redoutable, mérite une analyse à part entière.
bien plus détaillée. Après tout, ce qui avait commencé comme une simple sensation de chaleur dans leurs paumes s'est mué en un processus méthodique de destruction des ténèbres. Mais un problème subsistait, un problème qu'aucune intuition ne pouvait résoudre. La physique du frottement était inexorable. Pour créer du feu, le corps humain devait être poussé à ses limites. C'était une lutte d'usure où le temps lui-même était l'ennemi. Et dans cette bataille, l'humanité faillit perdre, car entre le bois fumant et le feu véritable se trouvait une zone de danger mortel que nous appelons le frottement mortel. Et c'est là, dans cette zone, que naquit la première véritable technologie de l'histoire de l'humanité, changeant à jamais les règles du jeu. Mais nos ancêtres étaient-ils préparés au prix qu'il faudrait payer pour ce succès? Imaginez vos paumes réduites en bouillie sanglante. La peau ne brûle pas seulement, elle est complètement arrachée, et les muscles de vos avant-bras sont contractés par une douleur insoutenable. Ce n'est pas la conséquence d'un combat contre un prédateur, ni le traumatisme d'une chute d'une falaise. C'est le prix que nos ancêtres ont payé pour posséder la technologie la plus primitive de la planète. Mais le paradoxe, c'est que même cette douleur inhumaine ne suffisait pas. La physique, froide, impitoyable et totalement indifférente à la souffrance des êtres vivants, exigeait davantage. Elle exigeait un rythme parfait, une pression parfaite et surtout une compréhension parfaite du fonctionnement de la matière. Dès l'instant où le premier être humain décida de ne plus attendre la clémence de la foudre et de créer lui-même le feu, il cessa d'être un simple animal ingénieux. Il devint un ingénieur. Mais ce parcours ne commença pas par un triomphe, mais par une succession interminable d'échecs décourageants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il nous a fallu des centaines de milliers d'années pour passer de l'utilisation du feu que nous avions découvert à sa production effective? La réponse réside dans des chiffres qui semblent inaccessibles à un être de chair et de sang. Pour que le bois commence à couver, il doit être chauffé à une température supérieure à 400 °C, 800 °C, et cela doit se faire manuellement, en surmontant la résistance de l'air, l'humidité et surtout la loi de la conductivité thermique. Il semblerait que rien ne soit plus simple. Prendre un morceau de bois, le presser contre un autre et frotter jusqu'à ce que de la fumée s'en échappe. Mais c'est précisément le piège qui a piégé des milliers de générations. Si l'on frotte le bois trop lentement, la chaleur se dissipe dans l'environnement plus vite qu'on ne la produit. On peut frotter pendant des heures, épuisé, mais le bois restera à peine tiède. Si l'on appuie trop fort, on casse tout simplement l'outil. Si l'on s'arrête ne serait-ce que 3 secondes pour s'essuyer le front ou reprendre son souffle, toute l'énergie accumulée s'évapore. La température chute instantanément. Et il faut tout recommencer. C'était une course contre la montre, la ligne d'arrivée repoussant sans cesse. Et c'est ainsi que se produisit ce que l'on pourrait appeler la première explosion technologique de l'histoire. Quelqu'un, dont le nom est à jamais oublié, comprit que le mouvement ne devait pas être chaotique, mais concentré. C'est ainsi que naquit la perceuse manuelle. Ce fut la première machine au monde à convertir l'énergie du corps humain en force de friction destructrice. Mais ne vous laissez pas tromper par la simplicité apparente de cette invention. En réalité, il s'agissait d'une expérience de physique extrêmement complexe. Il fallait utiliser ses paumes non seulement comme des pinces, mais aussi comme des pistons. Une tige verticale devait être mise en rotation entre les paumes, tout en exerçant une puissante pression vers le bas. Mais un nouveau problème surgit. Conformément aux lois de l'anatomie, un tel mouvement entraînait inévitablement le glissement des mains le long de la tige. Arrivé à la base, le maître était contraint de claquer à nouveau ses mains une fraction de seconde. Et durant cette fraction de seconde, la température au point de contact chutait. L'air absorbait la chaleur comme une éponge. Comment pallier cette faiblesse du corps humain? La solution était à la fois ingénieuse et cruelle. Ils devaient collaborer ou développer une vitesse de claquement incroyable, presque surnaturelle, transformant leurs mains en une machine fonctionnant sans relâche. Mais même cela ne suffisait pas.
Une véritable avancée a eu lieu lorsque nos ancêtres ont compris l'importance de la poche de poussière. On pouvait frotter du bois jusqu'à le réduire en poussière, mais sans parvenir à provoquer un incendie. Pourquoi? Parce que la chaleur devait être localisée. Il ne suffisait pas de frotter simplement du bois contre du bois. Il fallait créer un système d'accumulation de chaleur. Un inventeur de l'Antiquité a eu l'idée de pratiquer une petite entaille, une encoche en forme de V, dans la pièce de bois inférieure, le support. Et cela a tout changé. Désormais, la poussière de bois incandescente, générée par la friction, ne se dispersait plus, mais s'accumulait dans une rainure étroite. Celle-ci devenait elle-même un isolant. La poussière se déposait sur la poussière, chacune portée à une température extrême. Elles s'échauffaient mutuellement, créant un véritable enfer microscopique en un point précis de l'espace. Mais voici la véritable horreur de ce procédé. À un moment donné, la fumée devint âcre, épaisse et nauséabonde. Elle vous piquait les yeux, vous obstruait les poumons et brouillait votre vision. Mais vous ne pouviez pas vous arrêter. C'est à ce moment précis, le cœur battant à tout rompre et la vue brouillée par le manque d'oxygène, qu'il fallait redoubler d'efforts. C'était la zone de friction mortelle, un faux mouvement, une expiration trop brusque et vous pouviez détruire le fragile tas de poudre noire qui allait se transformer en une véritable ruche d'étincelles. Imaginez un peu ce niveau de concentration. Dans un monde où un tigre à dents de sabre pouvait se cacher derrière chaque buisson, il fallait se déconnecter complètement de la réalité pendant quelques minutes. Il fallait ne faire qu'un avec ce morceau de bois. Le monde entier se réduisait à la pointe de la perceuse. C'est ainsi qu'est née la spécialisation. Ce n'était pas donné à tout le monde. Il ne suffisait pas d'avoir des mains fortes, il fallait aussi des mains sèches, une essence de bois particulière et surtout une volonté de faire. Le feu cessa d'être un don du ciel, il devint le fruit de la discipline, mais alors même qu'un mince filet de fumée commençait à s'élever de la tranchée, la bataille n'était pas terminée. Au fond de la tranchée, l'or noir prenait forme, une minuscule braise à peine perceptible. Si petite et si fragile, elle était si fragile qu'un simple souffle de vent pouvait l'anéantir. C'était une créature nouvellement née, nécessitant la plus grande délicatesse. Et c'est là que l'humanité se trouvait confrontée à son défi le plus difficile. Nous avions la chaleur, nous avions la friction, nous avions ce minuscule amas fumant de poussière de bois. Mais ce n'était pas encore une flamme, ce n'était que la promesse du feu. Pour transformer cette braise vacillante en une flamme rugissante capable de chasser les ténèbres, il fallait bien plus que de la force physique ou de l'ingéniosité mécanique. Un médium était nécessaire, une substance capable d'accueillir cette étincelle microscopique et de lui insuffler la vie sans l'étouffer. Les anciens comprirent que le bois était trop grossier pour cette jeune flamme. Il leur fallait quelque chose de presque éthéré, quelque chose qui s'enflammerait à la moindre chaleur. Ils se mirent à observer les alentours, explorant le monde avec une méticulosité inédite. Ils essayèrent l'herbe sèche, elle brûlait trop vite. Ils essayèrent les feuilles mortes, leur poids éteignait les braises. La grande quête de l'invisible avait commencé. La recherche de la matière que les futurs physiciens appelleraient le conducteur parfait d'énergie. Et ce qu'ils découvrirent fut si étrange et inattendu que cela relève encore aujourd'hui de la magie. Mais quelle était cette matière? Quelle substance secrète, créée par la nature elle-même, permit à l'homme de franchir le gouffre entre la poussière incandescente et le premier véritable feu? La réponse à cette question ne résidait ni dans la force musculaire, ni dans la dureté du bois. Elle se cachait dans les recoins les plus secrets de la forêt, dans ce que nous évitons d'ordinaire. Et c'était cet ingrédient secret qui déciderait si l'homme deviendrait maître du monde ou resterait à jamais une proie tremblante dans la pénombre naissante. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré la présence d'herbes sèches et de bois, nos ancêtres pouvaient mourir de froid? Ils maîtrisaient déjà la friction.
Leurs muscles étaient capables de faire tourner une perceuse jusqu'à épuisement. Ils savaient que le mouvement génère de la chaleur, mais un obstacle fatal les empêchait de survivre. Le problème, c'est que l'obtention de cette minuscule braise à peine perceptible ne représente que la moitié du travail. En réalité, c'est même la partie la plus facile. Le véritable cauchemar a commencé lorsque ce petit œil rouge, palpitant dans la poussière de bois, a dû être transformé en une flamme vive et rugissante. Et là, les lois de la physique se sont heurtées violemment à la réalité. Imaginez cet instant. Vos bras tremblent d'épuisement, vos poumons brûlent à cause de la fumée que vous avez inhalée, et le soleil a déjà disparu à l'horizon, vous laissant seul face aux prédateurs qui approchent. Devant vous, un minuscule tas de poussière noire, avec une étincelle qui couve en son centre. Elle est si faible que même votre souffle censé l'attiser pourrait l'éteindre. Un faux pas, une rafale de vent trop forte ou trop d'humidité, et tout est fini. Il vous faut tout recommencer, mais vous êtes épuisé. Les peuples anciens comprirent mais rapidement que l'herbe sèche était une piètre alliée. Elle s'enflamme instantanément, mais s'éteint tout aussi vite, incapable de transmettre la chaleur aux branches épaisses. La mousse, elle conserve presque toujours l'humidité, même si elle paraît sèche. Le duvet des plantes, il brûle en un clin d'œil. L'humanité avait désespérément besoin d'un pont. Une substance capable de capter la moindre étincelle et de la retenir, la transformant en une source de chaleur fiable et durable. Et puis, un événement incroyable se produisit. Au cœur des forêts primaires, sur les troncs pourris de bouleaux et de hêtres, nos ancêtres découvrirent quelque chose d'étrange. Cela ne ressemblait ni à de la nourriture, ni à une arme. C'était une excroissance discrète, dure comme un sabot. Aujourd'hui, nous l'appelons le champignon amadouvier commun, Phome fomentarius. Mais pour les hommes préhistoriques, ce n'était pas un simple champignon. C'était la boîte noire de l'évolution, un ingrédient secret qui changea à jamais les règles du jeu. Mais comment ont-ils découvert comment l'utiliser? Après tout, le champignon amadouvier brut est inutile. Jeté au feu, il se carbonise. Le secret était caché à l'intérieur. Et la façon dont les hommes préhistoriques ont appris à l'extraire relève du génie. Ce champignon coriace dissimule une fine couche veloutée, semblable à du daim. C'est l'amadou. Mais pour y accéder, une série d'étapes paraîtrait bien trop complexe pour un amateur de nature. Il fallait couper le champignon, retirer son écorce dure, puis le faire tremper dans de la lessive de soude ou même de l'urine. Oui, vous avez bien lu, l'ammoniac jouait un rôle essentiel dans la modification de la structure chimique des fibres. Ensuite, il fallait le battre avec une pierre jusqu'à ce qu'il soit souple et sec. Le produit obtenu était un véritable miracle de la technologie ancienne. Ce matériau possédait une propriété unique. Il ne brûlait pas avec une flamme. Il couvait lentement et régulièrement, générant une température suffisante pour enflammer n'importe quel autre combustible. Si une étincelle frappait le champignon inflammable traité, elle ne s'éteignait pas, elle s'y enfonçait, formant une toile orangée. Mais pourquoi était-ce si important? Parce que le champignon amadouvier est devenu le premier accumulateur de feu de l'histoire. Désormais, les humains n'avaient plus besoin de recommencer à zéro le processus fastidieux d'allumage par friction. Un champignon incandescent pouvait être transporté dans une bourse en cuir pendant des heures, voire des jours. Cela offrait à nos ancêtres une grande mobilité. Le feu n'était plus lié à la foudre ou à un labeur éreintant dans une grotte. Il faisait désormais partie de leur équipement, mais il y avait un revers à la médaille. La recherche de l'amadou parfait devint une véritable obsession. On commença à comprendre que tous les champignons ne se valaient pas. Certains brûlaient trop vite, d'autres étaient trop difficiles à préparer. Un vaste choix de matériaux s'offrit alors à nous. On utilisait tout, des excréments séchés d'herbivores, des fibres d'écorce interne de cèdre, des morceaux de vieux vêtements en peau d'animal carbonisé. C'est durant cette période
que l'homme devint un véritable chimiste pratique. Il observa que certains matériaux, préalablement carbonisés en l'absence d'air, captaient les étincelles des dizaines de fois plus efficacement. C'est ainsi que naquit le tissu carbonisé, ou plutôt son prototype antique, fabriqué à partir de fibres végétales. Il s'agissait d'une avancée technologique majeure que nous sous-estimons souvent. Nous admirons l'invention de la roue, mais c'est l'invention d'un combustible efficace qui permit à l'homme de survivre à l'ère glaciaire. Cependant, même avec un combustible parfait, un problème subsistait. Le frottement du bois sur le bois exigeait toujours une dépense d'énergie colossale. En temps de famine, où chaque calorie comptait, consacrer 30 minutes à obtenir une étincelle était un luxe inabordable. Que se passait-il s'il pleuvait? Et si le bois s'humidifiait? Dans ces situations, la technique du frottement devenait inutile. L'homme se tenait au seuil d'une grande découverte, observant les étincelles jaillir sous ses pieds chaque fois qu'il marchait par inadvertance sur certaines pierres. Il savait déjà ce qu'était la chaleur. Il avait déjà trouvé une éponge capable de l'absorber. Mais il lui manquait un outil qui puisse produire du feu instantanément, d'un seul geste précis, sans effort musculaire épuisant. Mais le plus étrange restait à venir. Tandis qu'on observait des silex s'entrechoquer pour former des pointes de lance, quelqu'un remarqua quelque chose d'étrange. Les étincelles produites par les pierres étaient brillantes, mais froides. Elles s'éteignaient avant même de toucher le sol. Pourquoi? Pourquoi le feu né de l'impact était-il si différent de celui né de la friction? C'est là que résidait le grand mystère de la physique, que nos ancêtres durent percer par tâtonnement. Ils commencèrent à expérimenter avec les minéraux qu'ils trouvaient dans les lits des rivières. Ils recherchaient cette pierre de soleil qui, loin de se contenter de scintiller, opposerait une véritable mort vivante aux ténèbres. Un jour, un chasseur, ramassant des pierres pour sa hache, trouva un gros morceau de roche à l'odeur de soufre. Ce n'était pas du silex ordinaire, c'était de la pyrite, la pierre à feu. Combinée à l'amadou parfait qu'il recherchait, cette pierre allait provoquer la révolution finale. Mais comment le choc froid d'une pierre pouvait-il se transformer en la flamme ardente d'un feu? Comment le métal enfoui dans une roche pouvait-il libérer son énergie en un instant? La réponse se trouvait dans le domaine de la physique à haute vitesse et des particules microscopiques. L'homme ignorait encore le mot « oxydation », mais il se préparait déjà à l'utiliser pour enfin dompter la nature. Et à cet instant précis, lorsque le premier impact du minéral lourd sur le silex dur produisit une pluie d'étincelles vives et incandescentes qui s'abattirent sur le velours préparé du champignon combustible. Le monde changea à jamais. Ce n'était pas simplement du feu, c'était la victoire de la raison sur la force brute. Mais comment opère exactement cette magie? Pourquoi une pierre reste-t-elle silencieuse tandis qu'une autre s'enflamme? Et quel prix l'humanité a-t-elle dû payer pour cette transition d'une friction prolongée à un impact instantané? Pour comprendre, il nous faut examiner le processus de collision lui-même, là où naît l'énergie pure, là où la physique devient notre plus grand allié dans la lutte contre les ténèbres éternelles. Il y a un instant, la grotte était plongée dans un silence lourd et étouffant, seulement troublé par la respiration haletante d'un chasseur épuisé. Ses mains tremblaient après des heures passées à actionner une perceuse en bois. Les callosités de ses paumes le brûlaient et la sueur brouillait sa vue. La friction était une alliée fiable, mais exténuante. Elle exigeait du temps, une ressource souvent inestimable pour une personne poursuivie par le froid ou un prédateur. Imaginez l'instant où tout cela, la sueur, la douleur et la longue attente, est remplacé par un son bref et sec. Un clic métallique, un éclair furtif et l'obscurité se dissipe. Ce n'était pas simplement une autre façon de faire du feu. C'était une singularité technologique de l'âge de pierre. Une transition entre un labeur physique exténuant et l'utilisation des lois de la chimie et de la physique que les humains ne pouvaient pas encore expliquer, mais qu'ils avaient déjà appris à maîtriser. Mais pourquoi les pierres? Le monde qui nous entoure
semblent jonchés de fragments de roches, mais seuls 2 d'entre eux, s'unissant au bon rythme, sont capables de donner naissance à la vie. Pour comprendre la percée réalisée par nos ancêtres, il nous faut descendre à l'échelle microscopique où le réseau cristallin du minéral se transforme en une arme contre l'entropie. Au cœur de cette révolution se trouvait le silex, le matériau le plus important de l'histoire de l'humanité avant l'invention de l'acier. Le silex est bien plus qu'une simple pierre. C'est un quartz cryptocristallin ultra dense doté d'une propriété unique. Lorsqu'il est clivé, il forme des arêtes plus tranchantes qu'un scalpel de chirurgien. Mais le silex, seul est muet. Pour s'exprimer par la flamme, il lui faut un partenaire. Et c'est là que réside le principal secret des anciens maîtres, la pyrite ou son proche parent, la marcassite. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les pierres ordinaires s'effritent simplement et produisent un son sourd lorsqu'on les frappe, tandis qu'un mélange de silex et de pyrite produit une cascade d'étincelles dorées? La réponse réside dans une incroyable séquence d'événements, presque alchimiques, qui se déroulent en une fraction de seconde. Lorsque le tranchant du silex, d'une dureté colossale, pénètre la surface plus tendre de la pyrite, une catastrophe microscopique se produit. Le silex arrache littéralement de minuscules particules de métal. Mais le plus étonnant, c'est que l'énergie de cet impact ne se dissipe pas. Elle se concentre dans ses éclats. À ce stade, la chimie entre en jeu. Le fer fraîchement exposé de la pyrite, au contact de l'oxygène atmosphérique, commence instantanément à s'oxyder. Autrement dit, il brûle. Ces minuscules étincelles que vous voyez sont en réalité des gouttelettes de métal en fusion, atteignant des températures de 800, voire 1000 degrés Celsius. Mais le plus étonnant restait à venir. Provoquer une étincelle ne représente que la moitié du chemin. Une étincelle ne dure qu'une fraction de seconde. Plus froide qu'une flamme, elle s'éteint plus vite que l'œil humain ne peut en percevoir la disparition. Pour transformer cet instant fugace en un feu de joie rugissant, les humains ont dû inventer le premier accumulateur d'énergie de l'histoire, l'amadou. Mais oubliez l'herbe sèche ou les feuilles mortes. Elles sont trop rugueuses pour la délicate étincelle de la pyrite. Les anciens ont fait une découverte incroyable au cœur de la forêt, le polypore, un champignon parasite des bouleaux. Correctement transformé, bouilli dans de la lessive de soude ou simplement séché et aéré, son intérieur se transforme en amide, une matière qui rappelle le velours ou le daim le plus fin. C'est ici que la physique rencontre la biologie. Lorsqu'une étincelle se pose sur ce velours, elle ne s'éteint pas. Elle trouve refuge dans les pores microscopiques du champignon. Et c'est là que commence la plus intense épreuve humaine. Le feu n'est pas encore né. Il couve un point orange à peine perceptible dans un océan de poussière grise. Un souffle involontaire et il s'éteint. Un mouvement brusque et l'étincelle retombe. Le chasseur de l'âge de pierre se mue en orfèvre. Il commence à attiser délicatement cette minuscule chaleur. L'air alimente l'oxydation. Le point devient une tache. La tache, une braise. Et ce n'est que lorsque la chaleur devient insupportable au toucher qu'il la dépose dans un nid d'herbes sèches. Mais voici la véritable raison pour laquelle la percussion devint le summum de la technologie paléolithique, la mobilité. Un forêt en bois nécessitait l'usage des 2 mains, un temps sec et un effort considérable. Le silex et la pyrite pouvaient être transportés dans une bourse en cuir à la ceinture. C'était la première lampe de poche et le premier réchaud portatif réunis. L'homme n'était plus sédentaire. Il pouvait marcher sous une pluie glaciale, sachant que la puissance du soleil sommeillait dans sa petite bourse, prête à être réveillée d'un simple coup. Cela offrit à nos ancêtres un avantage tactique incroyable. Ils pouvaient désormais coloniser des territoires auparavant considérés comme mortels. Mais ce pouvoir avait un prix. La carte géologique du monde se transforma en carte au trésor. Le silex et la pyrite ne gisaient pas sous chaque bouleau.
Les sites miniers devinrent des cibles stratégiques, probablement le théâtre des premiers massacres organisés de l'histoire. Maîtriser l'art d'allumer un feu était synonyme de pouvoir. Quiconque pouvait produire du feu instantanément était plus qu'un simple chasseur. Il était un instrument de la volonté divine. Et c'est durant cette période que l'on commença à observer un phénomène étrange lors des fouilles archéologiques. Des outils pour faire du feu furent découverts dans les tombes. Les défunts emportaient ces pierres avec eux dans l'au-delà, car ils ne pouvaient concevoir l'existence sans cette étincelle, même après la mort. Mais même là, le destin a confronté l'humanité à un nouveau défi. Maîtrisant l'étincelle, nous avons été confrontés à un phénomène que nous appellerions aujourd'hui la malédiction technologique. Plus il devenait facile de faire du feu, plus nous en devenions dépendants. Nous avons cessé de craindre la nuit, mais avons commencé à craindre de perdre nos pierres. Cependant, l'essentiel ne se passait pas entre les mains de l'homme, ni même dans sa boîte à allumettes. L'essentiel se passait à l'intérieur de lui. La flamme apprivoisée, désormais prête à s'enflammer à tout instant, a transformé bien plus que notre quotidien. Elle a commencé à modifier notre biologie. Chaque fois qu'une étincelle jaillissait d'un silex et enflammait de l'amadou, elle déclenchait une réaction en chaîne imprévisible. Nous avons commencé à cuisiner régulièrement et notre corps a réagi de façon radicale. Les aliments sont devenus plus mous, les calories plus facilement assimilables. Notre estomac a commencé à rétrécir et l'énergie libérée, elle s'est utilisée ailleurs. Et voici le tournant le plus incroyable de l'histoire de notre espèce. Le feu que nous avons appris à allumer à partir d'une pierre froide a commencé à nourrir notre allié le plus vorace et le plus dangereux, notre cerveau. Ce qui n'était au départ qu'une prouesse physique avec un morceau de pyrite s'est transformé en une astuce biologique qui nous a séparés à jamais du règne animal. Nous ignorions encore qu'en apprenant à allumer une flamme en quelques secondes, nous avions de fait signé l'arrêt de mort de toutes les autres espèces de la planète. Mais comment, précisément, la cuisson de la viande et la chaleur d'un feu de camp nocturne ont-elles modifié nos voies neuronales? Et pourquoi, sans cette étincelle jaillie dans l'obscurité d'une grotte, n'aurions-nous jamais appris à parler, à rêver et à bâtir des civilisations? La réponse se trouve dans le prochain chapitre de notre voyage, une manipulation biologique qui a transformé un primate chétif en maître de la planète. Mais le prix de cette transformation s'est avéré bien plus élevé que nous ne l'aurions imaginé. Imaginez une créature qui passe 6, 8, voire 10 heures par jour à mâcher les fibres coriaces de la viande crue et les tiges des plantes sauvages. Ses mâchoires sont massives, ses dents énormes et ses intestins une véritable raffinerie consommatrice d'énergie et de nutriments de piètre qualité. C'est notre ancêtre. Il est pris au piège d'un cercle vicieux. Alimenter un cerveau volumineux exige une quantité considérable de calories, mais extraire ces calories des aliments crus nécessite de dépenser toute son énergie pour la digestion. C'est un cercle vicieux, une impasse évolutive qui a maintenu les primates dans l'ombre pendant des millions d'années. Mais dès l'instant où la première étincelle a jailli sur l'herbe sèche et s'est transformée en flamme maîtrisée, la plus grande avancée biologique de l'histoire de la planète s'est produite. Nous n'avons pas seulement apprivoisé les éléments, nous avons transféré une partie de nos fonctions physiologiques hors de notre propre corps. Le feu est devenu notre estomac extérieur. Quand on jette un morceau de viande ou une racine sauvage dans les braises, une alchimie opère. La chaleur brise les liaisons protéiques les plus tenaces et ramollit les fibres. Ce que l'estomac transformait en un labeur épuisant qui durait des heures, les flammes l'accomplissent en quelques minutes. Et cela a tout changé. L'être humain n'avait plus besoin de mâchoires de hyène ni d'intestins de vache. L'évolution a reçu un signal. Un système digestif aussi volumineux n'était plus nécessaire. Et c'est ainsi qu'a commencé une optimisation impitoyable. Nos intestins ont rétréci de près de 20%, libérant une quantité colossale d'énergie interne. Mais où est passé cet excédent? Où sont passées les calories qui brûlaient autrefois
au plus profond de notre ventre? La réponse se trouve juste derrière vos yeux. Le budget énergétique de notre corps a été redistribué en faveur de l'organe le plus gourmand de l'univers, le cerveau humain. Mais ne croyez pas qu'il s'agisse d'un changement progressif et doux. Ce fut explosif. En un laps de temps incroyablement court à l'échelle de l'évolution, le cerveau de nos ancêtres a doublé de volume. Nous avons littéralement cuit notre intelligence à la flamme du feu. Chaque bouchée d'aliments cuits que nous avons ingéré a été une brique dans les fondations de notre néocortex. Mais cela soulève une question terrifiante. Ce processus avait-il un revers? Et si, en gagnant en intelligence, nous avions simultanément perdu quelque chose de vital? Prenons l'exemple de l'être humain moderne. Nous sommes la seule espèce sur Terre physiquement incapable de survivre longtemps en nous nourrissant exclusivement d'aliments sauvages et non transformés. Nous sommes devenus otages de la technologie. Le feu nous a certes rendus plus forts en tant qu'espèce, mais il nous a aussi rendus individuellement impuissants, totalement dépendants d'une simple étincelle. Nous avons fait un pacte avec le diable, nous avons troqué notre force physique et notre capacité à digérer de manière autonome contre la pensée abstraite. Et le prix de ce pacte n'était que le début. À mesure que nos mâchoires se sont réduites et que nos visages se sont aplatis, ce n'est pas seulement notre anatomie qui a changé. La nature même de nos interactions s'est transformée. Imaginez une soirée dans la savane préhistorique. Autrefois, après le coucher du soleil, régnait un silence de mort, seulement troublé par le craquement des os sous les dents des prédateurs. Mais désormais, le feu est apparu. Et ce feu nous a offert quelque chose qu'aucune créature avant nous n'avait jamais connu, la liberté. Quand on n'est pas obligé de brouter pendant 10 heures d'affilée, on a le temps de contempler les étoiles. On a le temps d'observer le comportement des animaux, le mouvement des nuages, les ombres sur la paroi d'une grotte. Mais surtout, on a le temps de communiquer. C'est ici, autour du feu de camp, que le langage humain est né. Le feu créait un espace où nous étions contraints de nous regarder dans les yeux. Dans la lueur vacillante des flammes sont nés les premiers mythes, les premières règles morales et les premiers projets pour l'avenir. Nous n'étions plus seulement une meute. Nous devenions une communauté. Mais ce nouvel ordre social dissimulait une menace. Le feu exigeait une division du travail. Il fallait entretenir les flammes, ramasser du bois et surveiller le périmètre. Ce fut la première spécialisation de l'histoire et elle donna naissance à la hiérarchie. Le feu devint un instrument de pouvoir qui maîtrisait la technique pour le produire, contrôlait la vie des autres. Et cela entraîna un essor considérable des capacités cognitives. Il nous fallait calculer nos actions sociales, nous souvenir de nos dettes, manipuler et coopérer. Notre cerveau se développa non seulement grâce aux calories, mais aussi grâce à la complexité des jeux sociaux que nous nous sommes mis à pratiquer autour du feu. Cependant, tandis que nous célébrions notre nouveau pouvoir au sein du cercle de lumière, le monde autour de nous ne dormait pas. Le feu nous a rendus plus intelligents, plus unis, mais il nous a aussi rendus visibles. À des centaines de mètres à la ronde, le feu hurlait à tous les prédateurs de la nuit. « Il y a une proie ici. Elle est chaude, elle est douce et elle n'a pas de griffes. » Et puis, un événement incroyable s'est produit. Nous pensions que le feu deviendrait notre talon d'Achille, un piège mortel, mais au contraire, il est devenu l'arme ultime. Nous avons commencé à remarquer que les prédateurs qui nous avaient terrorisés pendant des millions d'années étaient désormais paralysés par l'indécision face aux flammes dansantes. Nous avons découvert que la lumière ne se contentait pas de chasser les ténèbres, elle changeait les règles même de l'écosystème. Mais comment un groupe de primates fragiles a-t-il pu transformer une barrière défensive en instrument de domination absolue? Pourquoi les grands félins, les tigres à dents de sabre et les hyènes géantes qui régnaient sur la nuit depuis toujours, ont-ils soudainement commencé à battre en retraite? Et quel terrible secret avons-nous découvert en réalisant que le feu peut non seulement réchauffer, mais aussi tout détruire sur son passage? Nous avons appris à cuisiner,
nous avons appris à parler, nous avons reconstruit nos corps. Mais nous restions prisonniers du cercle de la lumière, terrifiés par ce qui se cachait dans l'ombre. Mais bientôt, très bientôt, nous comprendrons que l'ombre n'est pas le refuge des monstres. C'est dans l'ombre que nous enverrons quiconque osera nous défier. L'ère où l'homme était la proie touchait à sa fin. L'heure de la garde de nuit avait sonné. Et cette nuit-là, les chasseurs allaient découvrir pour la première fois la véritable peur primale, une peur qui ne naît pas d'écrou, mais d'un esprit armé de flammes. Mais étions-nous prêts à assumer la responsabilité d'être le prédateur ultime, et quel prix la planète elle-même paierait-elle pour cela? La réponse se trouvait au-delà du cercle de lumière, là où les yeux de ceux qui s'étaient crus maîtres de la nuit scintillaient encore dans l'obscurité, jusqu'à présent. L'obscurité a toujours été leur allié. Des millions d'années d'évolution ont aiguisé leur sens pour cet instant précis, celui où le soleil disparaît sous l'horizon et où le monde plonge dans une obscurité visqueuse et impénétrable. Tigres à dents de sabre, hyènes des cavernes et ours colossaux se sentaient mon chez eux dans ces ténèbres. Leurs pupilles se dilataient, captant le moindre photon de lumière, leurs narines s'ouvraient, aspirant l'odeur d'une créature apeurée et sans défense, blottie dans une crevasse rocheuse. À leurs yeux, les humains n'étaient que des proies lentes, faibles et étonnamment caloriques, dépourvues de griffes, d'écailles et de vitesse. Mais cette nuit-là, lorsque la première étincelle tomba docilement dans la mousse sèche, les règles du jeu, inchangées depuis des éons, volèrent en éclats. Imaginez le contraste, une grotte profonde, cernée par une forêt primaire, où le moindre bruissement est synonyme de mort. Un prédateur, habitué à une domination absolue, s'approche d'un campement humain. Il s'attend à trouver le silence, le souffle rauque d'une proie et l'odeur de la peur. Mais il est confronté à quelque chose d'anormal, un crépitement rythmé, une fumée étrange et âcre qui pique les yeux et, plus incroyable encore, de la lumière. Une lumière vive, pulsante et agressive qui ne tombe pas du ciel, mais danse directement sur le sol, dévorant les branches et dégageant une chaleur intense. Pour un animal dont le cerveau est programmé pour éviter les feux de forêt, ce spectacle était plus qu'effrayant. C'était un choc existentiel, mais le plus incroyable était le comportement des gens eux-mêmes. Ceux qui, la veille encore, se blottissaient de terreur au moindre craquement de branche, se tenaient désormais droits. La lueur du feu éclairait leurs visages, et leurs yeux ne portaient plus la moindre trace de fatalité. Une confiance farouche s'y lisait. Le feu avait créé autour d'eux une barrière invisible et pourtant impénétrable. C'était la première forteresse de l'histoire de l'humanité, sans mur, et pourtant qu'aucune bête sur cette planète n'oserait prendre d'assaut. C'est ici, dans ce cercle de lumière vacillante, que naquit le concept de foyer. Et c'est ici que commença la grande garde de nuit, la relève qui priva à jamais la nature de ses anciens maîtres. Voilà la véritable raison de notre survie. Le feu exigeait une attention constante. C'était un être vivant qu'il fallait nourrir et protéger. Ainsi naquit la première hiérarchie sociale fondée sur la responsabilité. Celui qui restait éveillé pendant que les autres dormaient était plus qu'un simple veilleur. Il était le gardien de la vie. Ses yeux, habitués au contraste entre la flamme et l'ombre, scrutaient attentivement l'obscurité au-delà du camp. Et si auparavant les yeux d'un chasseur y avaient brillé, à présent, ils n'exprimaient plus que désarroi et peur. Les prédateurs battirent en retraite, d'abord de 10 mètres, puis de 100, et finalement, ils commencèrent à éviter complètement les campements humains. Mais croyez-vous que les humains se soient limités à la simple défense? Bien sûr que non. Le feu a rapidement cessé d'être un simple bouclier. Il est devenu l'arme d'expansion, la plus efficace que la Terre ait jamais connue. Nous ne nous sommes pas contentés de chasser les animaux de nos cavernes, nous avons commencé à les déloger de leur propre territoire. Les chasseurs ont compris que si les flammes effrayaient un lion dans une caverne, elles le chasseraient tout aussi efficacement des fourrés denses
vers le découvert, sous leurs lances et leurs pierres. C'était la tactique de la terre brûlée dans son sens le plus littéral et le plus primitif. Puis un événement a bouleversé à jamais le paysage de la planète. L'humanité a commencé à utiliser le feu pour modifier les écosystèmes. Nous avons mis le feu à des savanes et des forêts entières pour stimuler la pousse d'herbes fraîches et attirer les herbivores, ou pour dégager les voies de migration. De vastes étendues, jadis domaines des grands prédateurs du Pléistocène, se sont transformés en terrains de chasse ouverts. Les tigres à dents de sabre ont perdu leur poste d'embuscade. Les ours des cavernes ont perdu leurs abris. L'équilibre des forces, construit sur des millions d'années, s'est effondré en quelques millénaires. Le feu a fait de nous non seulement des concurrents pour les prédateurs, mais aussi leur perte. Mais cette victoire était-elle définitive? Ou n'avions-nous fait que troquer un danger contre un autre, bien plus insidieux? À mesure que le cercle de lumière s'étendait, les appétits de l'humanité grandissaient. La protection ne nous suffisait plus. Nous commencions à comprendre que la flamme nous donnait un pouvoir non seulement sur les animaux, mais sur la matière elle-même. Le bois, carbonisé par le feu, devenait aussi dur que la pierre. La pierre, chauffée par les braises, devenait plus facile à travailler. Le feu devint notre premier laboratoire, notre premier outil industriel. Mais surtout, il changea notre perception du temps. Avant le feu, la nuit était un temps de néant, un temps d'attente de la mort. Avec l'avènement du feu, les humains gagnèrent du temps. Les heures volées à l'obscurité étaient consacrées à communiquer, à partager des expériences, à tisser des mythes et à planifier le lendemain. C'est autour du feu que la stratégie est née. Tandis que les hyènes hurlaient au loin, on discutait de la manière d'encercler un mammouth ou de l'endroit où aller lorsque les baies de la forêt viendraient à manquer. Cette explosion de connaissances était tout aussi importante que la chaleur ou la protection. Nous avons commencé à penser à l'avenir, nous avons commencé à façonner le futur. Cependant, tout a un prix. Et le prix de notre domination fut catastrophique pour ceux qui ne purent s'adapter à ce nouveau monde éclairé au flambeau. Les grands prédateurs du passé commencèrent à disparaître un à un. Ce n'était pas un accident, mais le démantèlement délibéré de l'ancienne chaîne alimentaire. Nous avons détruit leurs sources de nourriture par le feu, nous les avons délogés de leurs repères par la fumée, nous les avons transformés de chasseurs en proie. L'ère des grands prédateurs touchait à sa fin, non pas à cause d'un climat plus rude, mais parce qu'une créature capable de porter le soleil entre ses mains était apparue sur la planète. Mais ne croyez pas que les humains soient devenus maîtres absolus sans combattre. La veille nocturne était une épreuve difficile. Une erreur du gardien du feu pouvait encore coûter la vie à toute la tribu. Si le feu s'éteignait au pire moment, les ténèbres tapies à quelques mètres reprenaient aussitôt le dessus. Cette tension, cette confrontation constante avec une menace invisible a façonné notre psyché. Nous ressentons encore aujourd'hui un inexplicable réconfort près du foyer et une angoisse primale dans la forêt obscure. C'est un écho de cette époque où la lumière était le seul rempart entre nous et des crocs capables de broyer les os. Le plus étonnant, c'est qu'après avoir vaincu nos ennemis extérieurs, nous avons découvert que le feu avait engendré de nouveaux défis. Nous étions devenus dépendants de lui. Nous ne pouvions plus vivre sans aliments transformés, sans chauffage, sans ce jour artificiel. Nous nous étions volontairement enfermés dans une cage dorée d'étincelles et de cendres. Et plus nous en apprenions sur le feu, plus nos ambitions grandissaient. Nous avons appris à fondre le métal, nous avons appris à bâtir des villes si lumineuses qu'on les voit depuis l'espace. Nous avons transformé cette première étincelle sur le sol forestier en le rugissement des moteurs de fusée. Mais avez-vous jamais songé, en contemplant les lumières modernes des mégapoles, qu'elles ne sont qu'un brasier sans fin, vestige de la toute première garde de nuit? Que notre civilisation n'est qu'un moyen de repousser les ténèbres? Nous avons parcouru un long chemin, de la main tremblante,
tenant une branche fumante à la fusion thermonucléaire. Et pourtant, au fond de nous, nous restons ces mêmes êtres qui scrutent avec méfiance au-delà du cercle lumineux. L'ère des prédateurs était révolue, nous avions remporté cette guerre. Nous avions conquis la terre, l'eau et les airs, domptant la puissance du feu. Mais ce triomphe recelait une ironie. En maîtrisant le feu, nous n'avions pas simplement transformé le monde qui nous entourait, nous avions déclenché un processus désormais irréversible. Et le chapitre suivant de notre histoire s'écrivait non pas avec du charbon sur les parois des grottes, mais dans une lumière qui transperçait la stratosphère. Après tout, quiconque apprendrait à allumer un feu finirait tôt ou tard par lever les yeux et réaliser que le ciel tout entier est constellé d'étincelles encore inexploitées. Le voyage du premier feu aux étoiles s'est avéré bien plus court que nous ne l'avions imaginé. Mais étions-nous préparés à ce qui nous attendait là-haut, là où la lumière de la flamme terrestre s'éteint enfin, dans le vide infini? La réponse à cette question résidait dans l'héritage même de cette étincelle. Il y a des millions d'années, nous frissonnions à l'ombre des rochers, scrutant avec crainte l'obscurité impénétrable où rôdaient ceux dont les crocs étaient plus acérés que nos couteaux de silex. Aujourd'hui, nous contemplons cette même obscurité, désormais appelée espace, et nos feux illuminent la face cachée de la Lune. Il semble qu'une éternité sépare l'hominidé primitif, serrant un charbon ardent dans ses paumes, et l'ingénieur allumant un réacteur à fusion. Mais si nous regardons de plus près, nous verrons qu'il s'agit de la même personne, animée par la même étincelle. Et cette étincelle s'est révélée bien plus dangereuse et puissante que nous n'aurions pu l'imaginer, même dans nos fantasmes les plus fous. Lorsque nos ancêtres ont maîtrisé le feu, ils n'ont pas simplement obtenu de la chaleur. Ils ont percé le secret de la nature. Le feu est devenu le premier outil qui ne soit pas le prolongement de notre main, comme un bâton ou une pierre. C'était une énergie extérieure, un élément sauvage que nous avons apprivoisé et dompté. Mais le plus étonnant s'est produit plus tard, lorsque le feu a cessé d'être un simple moyen de protection et de cuisson. Il est devenu la clé qui a ouvert les portes du monde matériel. À l'instant où un fragment de cuivre est tombé dans les braises et a commencé à fondre, l'histoire de l'humanité a basculé à jamais. Nous avons compris que le feu pouvait transformer l'essence même des choses. La pierre solide est devenue liquide, puis s'est métamorphosée en métal, solide, tranchant et éternel. Nous avons alors commencé à forger notre propre destin au sens propre du terme. Mais c'est là que réside la plus grande ironie de notre histoire. Le feu, qui nous a permis de dominer le monde, a aussi fait de nous ses otages. Plus les flammes de nos fourneaux s'élevaient, plus notre civilisation se complexifiait. L'âge du bronze a cédé la place à l'âge du fer, et chaque nouvelle étape exigeait une chaleur toujours plus intense. Nous avons appris à construire d'immenses forges, à fondre l'acier et à ériger des villes qui ne dorment jamais. Mais au cœur de toute cette splendeur se trouvait toujours ce même processus chimique d'oxydation qui jadis nous terrifiait lors des incendies de forêt. Et voici ce qui est véritablement effrayant. Nous n'avons toujours pas appris à vivre sans lui. Notre civilisation est en substance un gigantesque brasier en expansion perpétuelle. Et puis, un événement incroyable s'est produit. À un moment donné, les flammes nues ne suffisaient plus. Nous avons voulu emprisonner le feu dans des machines. La révolution industrielle n'a pas commencé avec la vapeur. Elle a commencé avec l'idée que le feu pouvait être transformé en mouvement. Les pistons des machines à vapeur, brûlant des tonnes de charbon, sont devenus les nouveaux muscles de l'humanité. Nous avons créé des titans mécaniques qui labouraient nos champs, nous transportaient par-delà les océans et tissaient nos vêtements. Mais le prix de cette puissance était colossal. La fumée de nos feux, qui jadis faisait fuir les tigres à dents de sabre, commençait désormais à obscurcir le ciel lui-même. Nous sommes devenus tellement dépendants de la combustion que nous avons transformé la planète en une fournaise globale
dont nous ne maîtrisons plus la chaleur. Mais le plus étrange restait à venir. Nous avons l'habitude de percevoir le feu comme quelque chose de tangible, d'orange et de brûlant. Pourtant, au XXe siècle, nous avons découvert qu'un feu se cache au cœur même de la structure de l'atome. L'énergie nucléaire est, par essence, une tentative de recréer la flamme qui brûle au cœur des étoiles. Nous avons ramené ce feu stellaire sur Terre et à cet instant, le monde s'est figé d'horreur. Nous avons réalisé que l'étincelle que nous avions jadis précieusement gardée dans une grotte avait atteint une taille capable d'anéantir toute vie en quelques secondes. C'était l'heure de vérité. Sommes-nous devenus assez sages pour manier la flamme des dieux, ou sommes-nous encore ces créatures apeurées jouant avec une torche dans une poudrière? C'est ici que nous atteignons l'étape la plus exaltante de notre voyage. Le chemin qui mène du premier feu aux étoiles s'est révélé aussi direct qu'un rayon de lumière. Après tout, qu'est-ce qu'une fusée moderne sur son pas de tir? Rien de moins qu'une torche colossale et maîtrisée. Pour vaincre la gravité de notre berceau et jaillir dans le vide, nous avons dû créer l'explosion la plus puissante de l'histoire. Nous quittons la Terre portée par une explosion contrôlée. C'est l'aboutissement d'une technologie née de la collision de deux roches. Nous utilisons la même puissance chimique pour percer la stratosphère et atteindre ces étincelles dans le ciel nocturne que nos ancêtres prenaient pour les yeux des dieux. Mais c'est là que réside la véritable cause de notre angoisse. Il n'y a pas d'oxygène dans l'espace. Là, dans le vide infini, notre feu familier ne peut brûler. Et cela crée un paradoxe étrange, presque mystique. Les humains sont des créatures de feu. Nous ne pouvons vivre sans chaleur, nous ne pouvons exister sans l'énergie que nous fournit la combustion. Et lorsque nous voyageons vers les étoiles, nous sommes contraints d'emporter ce feu avec nous, de le sceller dans des cylindres, de chérir chaque étincelle dans l'obscurité glaciale du vide. Nous ne sommes pas de simples explorateurs, nous sommes des porteurs de flammes. Et si ce feu s'éteint à bord de nos vaisseaux, nous redevenons instantanément les créatures sans défense que nous étions avant notre illumination dans la caverne. Et si l'héritage de l'étincelle ne se limitait pas à la technologie, et si le feu le plus important s'était allumé non pas dans l'âtre, mais dans notre esprit? Les scientifiques ont prouvé que la cuisson au feu permettait à notre cerveau de recevoir une quantité incroyable d'énergie, entraînant une croissance fulgurante. Le feu a remodelé notre biologie. Il a fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes la seule espèce sur la planète qui ne craint pas le feu, mais le désire ardemment. Cette soif de connaissance, ce désir de repousser les frontières de l'inconnu, voilà notre véritable héritage. Nous continuons d'alimenter le feu de notre curiosité, et les flammes de ce feu se sont depuis longtemps propagées au-delà du spectre visible. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. Nous tentons de maîtriser la fusion thermonucléaire, le Graal de l'énergie. Il s'agit de créer un soleil propre sur Terre. Si nous y parvenons, nous résoudrons définitivement le problème des pénuries énergétiques. Nous deviendrons une civilisation véritablement spatiale. Mais ne perdrons-nous pas le contact avec cette toute première flamme? Après tout, il y a quelque chose de primordial dans un simple feu, quelque chose qui nous pousse encore à nous arrêter et à contempler la danse des flammes. C'est notre code génétique, le souvenir d'une époque où la lumière du feu était le seul rempart entre la vie et la mort. Imaginez un peu, quelque part là-bas, à des années-lumière de la Terre, d'autres créatures lèvent peut-être les yeux vers le ciel et aperçoivent notre soleil, une minuscule étincelle à peine perceptible. Et peut-être se demandent-elles, elles aussi, si quelqu'un a déjà appris à faire son premier feu. Notre histoire est celle de notre transformation, de proie à prédateur, d'observateur à créateur. Et tout cela grâce à un éclair providentiel, à un choc providentiel entre deux pierres, à une étincelle qui n'a pas péri par une nuit pluvieuse, il y a des millions d'années. Mais la question la plus terrifiante demeure sans réponse. Le feu exige toujours des sacrifices. D'abord les branches d'arbres, puis les combustibles fossiles
et maintenant l'équilibre même de notre planète. Nous avons appris à allumer des flammes d'une puissance sans précédent, mais avons-nous appris à les éteindre? Et viendra-t-il que, dans notre quête des étoiles, nous réduirons notre propre foyer en cendres? L'héritage de l'étincelle n'est pas seulement lumière et chaleur, c'est aussi une responsabilité que nous portons depuis des siècles. Demain apportera de nouvelles découvertes. Peut-être trouverons-nous le moyen de voyager vers d'autres mondes grâce à l'énergie même de l'espace. Mais même alors, au cœur des vaisseaux spatiaux les plus sophistiqués, un cœur battra, dont le principe a été posé à l'instant même où le premier homme, au lieu de fuir un incendie de forêt, s'est tourné vers lui. Nous sommes enfants du feu, et notre voyage ne fait que commencer. Pourtant, tandis que les derniers rayons du soleil couchant effleurent l'horizon et que le bourdonnement des instruments s'estompe dans les laboratoires, nous ressentons encore cette appréhension ancestrale. Nous craignons toujours les ténèbres qui entourent notre petit îlot de lumière, car là, au-delà de notre entendement, les ombres rôdent encore. Et le prochain chapitre de notre histoire commencera au moment où nous comprendrons que pour survivre à la nuit éternelle de l'espace, il nous faudra peut-être plus que la simple chaleur d'un combustible en combustion. Il nous faudra une lumière qui ne brûle pas. Et la réponse à la question de savoir où la trouver se trouvait peut-être sous nos yeux depuis toujours, dans les premières cendres refroidissant au fond d'une grotte oubliée.